Excuse TOI auprès de mon fils ou sort, a lancé mon frère après que son fils de 13 ans a bousculé mon enfant et a craché, tu es fauché, alors tu ne comptes pas. Mes parents sont restés là à sourire. Je n'ai pas discuté. J'ai annulé les frais des scolarités que je couvrais, repris la voiture que je payais ETGDIT, à partir d'aujourd'hui, tu gères TA propre VIE. Je m'appelle David. J'ai 36 ans et, depuis 8 ans, je suis le fonds d'urgence de ma famille. Le genre de fonds dans lequel ils puisent, mais qu'ils ne remercient jamais. Le genre qu'ils vident, mais qu'ils ne renflouent jamais. Le genre dont ils ne reconnaissent même pas l'existence. Je travaille comme analyste financier pour une société d'investissement de taille moyenne, au centre-ville. C'est un bon travail, avec un revenu stable et sans drame. Le genre de carrière qui ne fait pas la une des journaux, mais qui paie les factures et construit un avenir. Ma femme, Rachel, et moi avons une fille de 9 ans nommée Sophie. Elle est calme, adore lire, et collectionne les coquillages sur chaque plage que nous visitons. Nous vivons dans un modeste appartement de 2 chambres, à l'autre bout de la ville par rapport à la maison de mes parents, où mon jeune frère Kevin se pointe encore tous les dimanches pour le dîner, comme s'il était un membre de la royauté visitant son royaume. Kevin a 32 ans, 4 ans de moins que moi, mais d'une certaine manière, il a vécu toute une vie à mes frais sans que personne ne le remarque. Il conduit une Audi Q5 argentée, élégante et polie, le genre de voiture qui fait tourner les têtes sur les parkings. Elle est en leasing, mais les paiements proviennent d'un compte que j'ai ouvert il y a des années, transférant discrètement les fonds le premier de chaque mois. Il a terminé son MBA l'année dernière, issu d'un programme prestigieux, qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. J'en ai couvert 70% via des virements discrets, étiquetés comme des prêts qui n'étaient jamais censés être remboursés, jamais mentionnés lors des réunions de famille, jamais reconnus dans ses histoires de réussite. Son fils, Ethan, a 13 ans. Il est gâté d'une manière que je n'ai jamais été. Il porte des baskets de créateurs que j'ai indirectement achetées. Il a un téléphone que j'ai indirectement financé. Il vit une vie bâtie sur un soutien invisible, qu'il n'appréciera jamais. Mes parents adorent Kevin. Ils l'ont toujours adoré. C'était le bébé, le charmeur, celui qui les faisait rire lors des réunions de famille, pendant que j'étais assis dans un coin à faire mes devoirs ou à aider à faire la vaisselle que personne d'autre ne voulait toucher. Lorsqu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires, ils ont organisé une fête pour lui, avec traiteur et salle louée, invitant la moitié du quartier. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, summa cum laude avec les honneurs en finance, ils m'ont emmené dans une chaîne de restaurants et ont divisé l'addition en 3. Je ne me suis jamais plaint. C'est ce que font les aînés, n'est-ce pas? Nous faisons de la place, nous subvenons aux besoins, nous restons silencieux parce que préserver la paix est plus facile que de demander pourquoi. Nous sommes toujours la pensée après coup, toujours le personnage d'arrière-plan dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il y a 8 ans, Kevin m'a appelé à minuit. Sa voix tremblait, désespérée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il avait été accepté dans un programme de MBA de haut niveau, le genre qui ouvre des portes et construit des carrières, mais il n'avait pas les moyens de se le payer. Nos parents étaient déjà à court d'argent, avec leur hypothèque et leur dette de carte de crédit. Il avait besoin d'aide. Juste cette fois, a-t-il dit, juste pour démarrer, et après cela, il s'en occuperait lui-même. Il a promis. Je l'ai cru. J'ai mis en place des virements automatiques. 2000 $ par mois pour les frais de scolarité, déposés directement sur son compte étudiant, et 800 $ de plus pour le leasing de sa voiture, lorsqu'il a dit que les transports en commun étaient indignes de son image professionnelle et nuiraient à ses opportunités de réseautage. 300 $ par-ci par-là pour les charges lorsqu'il prétendait que son salaire était retardé, les primes d'assurance, les frais d'école privés de ses enfants, des soins dentaires d'urgence, ou des meubles lorsqu'il a emménagé dans un appartement plus agréable. Je n'ai jamais demandé de nouvelles. Je n'ai jamais vérifié s'il me remboursait. J'ai juste gardé le robinet ouvert, parce que c'est ce que fait la famille. C'est ce que je me disais chaque mois, lorsque j'approuvais un autre virement. Chaque fois que je voyais mon compte d'épargne s'aplatir, alors que ses réseaux sociaux montraient des voyages le week-end et des sorties au restaurant, Kevin ne mentionnait jamais l'argent. Pas lors des dîners, pas aux anniversaires, pas quand il postait des photos sur les réseaux sociaux de week-end dans des stations balnéaires ou de livraison de nouveaux meubles, parfaitement mis en scène pour Instagram. Dans les conversations familiales, il est devenu le succès de self-made, le gars qui a réussi grâce à un travail acharné, une stratégie et des décisions intelligentes. Mes parents rayonnaient de fierté chaque fois qu'il parlait de ses évolutions de carrière ou de ses idées d'investissement,
hochant la tête comme s'il prêchait l'évangile. Et moi, j'étais le stable, le fiable, celui qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelqu'un pour aller chercher les courses, aider à déplacer des meubles ou résoudre un problème informatique. Jamais le célébrer, jamais l'histoire à succès. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. J'avais Sophie. J'avais Rachel. J'avais ma propre vie tranquille. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. J'avais juste besoin de savoir que j'avais aidé quelqu'un que j'aimais à construire quelque chose de mieux. Je pensais que c'était ce que faisait la famille. J'avais tort. La trahison a commencé avec un gratin de macaroni au fromage. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition que personne ne remettait en question. Ma mère cuisinait des plats élaborés. Mon père versait du vin et racontait les mêmes histoires. Et Kevin arrivait en retard, entrant en coup de vent avec une histoire de trafic ou d'appel professionnel qui ne pouvait pas attendre. Ce soir-là, Rachel n'avait pas pu venir. Urgence au travail, une crise de dernière minute qui nécessitait son attention. Donc, il n'y avait que moi et Sophie, assis à la longue table en bois, pendant que mes parents s'agitaient autour de Kevin et Ethan comme s'ils étaient des dignitaires en visite nous honorant de leur présence. La maison sentait le beurre et l'ail. La table était dressée avec les belles assiettes, celles que ma mère n'utilisait que pour les grandes occasions, bien que chaque dimanche avec Kevin semblait apparemment être une occasion spéciale. Des bougies vacillaient au centre. Une musique douce jouait depuis le haut-parleur de la cuisine. Sophie avait apporté son livre préféré, un roman fantastique sur des dragons et des royaumes. Elle lisait tranquillement à table avant le dîner, ses jambes se balançant sous la chaise, perdue dans son propre monde. Ethan est passé devant elle, lui a arraché le livre des mains sans prévenir, et l'a jeté par terre comme si c'était une ordure. « Pourquoi tu lis ce truc de bébé ?» Sophie s'est figée. Son visage est devenu rouge, de cette teinte particulière d'embarras qui vient de l'humiliation par quelqu'un de plus âgé. Elle n'a pas pleuré, n'a pas discuté. Elle a juste fixé le livre au sol, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de le ramasser, comme si elle avait peut-être fait quelque chose de mal juste en existant dans le même espace que lui. Je me suis levé et je me suis approché, gardant ma voix calme et mesurée. Ethan, ramasse le livre et rends-le lui. Il m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de nettoyer des toilettes à main nue, son visage se tordant en quelque chose entre le choc et le dégoût. Pourquoi je ferais ça? C'est juste un livre stupide. Parce que ce n'est pas le tien. Ramasse-le. Kevin a ri depuis l'autre bout de la pièce. Pas un rire nerveux, pas une dérobade inconfortable. Un rire véritablement amusé, comme si tout cela n'était qu'un amusement inoffensif. Des gamins qui font les gamins. Rien de sérieux. Ma mère mettait la table, souriant doucement comme si tout cela n'était que des garçons qui sont des garçons. Des trucs de gamins inoffensifs qui passeraient en 5 minutes. Ethan a ramassé le livre et l'a jeté sur les genoux de Sophie. Il ne le lui a pas tendu. Il l'a jeté là. Content maintenant? Tonton le fauché. La pièce est devenue silencieuse. Pas le genre de silence qui vient du choc ou de l'horreur. Le genre qui vient de gens qui retiennent leur souffle. Attendant de voir si quelqu'un va réagir. Attendant de voir si la tension va se briser ou s'intensifier. J'ai regardé Kevin. Il était adossé à sa chaise, les bras croisés, affichant un sourire narquois comme si son gamin venait de raconter une blague intelligente, comme si tout cela faisait partie d'un jeu que je ne comprenais pas. Ethan, excuse-toi. Kevin s'est levé lentement, souriant toujours, agissant toujours comme si tout cela était une réaction exagérée et ridicule. Pourquoi? Il est juste honnête. Sophie doit apprendre que le monde n'est pas tendre. Tu ne peux pas la materner pour toujours, David. Le monde réel se fiche des sentiments. Mon père s'est raclé la gorge mais n'a rien dit, se contentant d'attraper son verre de vin et de prendre une longue gorgée, les yeux fixés sur la table. Ma mère a apporté le plat de macaroni au fromage, fredonnant doucement, faisant semblant de n'avoir pas entendu un mot, faisant semblant que son petit-fils ne venait pas d'insulter sa petite-fille à sa propre table. Les yeux de Sophie se remplissaient de larmes. Elle ne regardait pas Ethan. Elle me regardait moi, attendant que je répare ça, attendant que je fasse en sorte que ça aille, attendant que quelqu'un, n'importe qui, prenne sa défense. Je me suis agenouillé près d'elle, j'ai posé ma main sur son épaule. Ça va, ma chérie? Elle a hoché la tête, mais sa lèvre tremblait, ses mains agrippant le livre comme si c'était une bouée de sauvetage. Je me suis levé, je me suis tourné vers Kevin,
et j'ai gardé ma voix égale. Ton gamin vient d'insulter ma fille lors d'un dîner de famille. Et tu ne vas rien faire à ce sujet? Kevin a haussé les épaules, décontracté, indifférent. Il a 13 ans. Les gamins disent des trucs. Tu réagis de manière excessive. Je réagis de manière excessive? Ouais, David, c'est le cas. Sophie va bien. Regarde-la. Elle va bien. Mais maintenant, tu as mis Ethan mal à l'aise en l'interpellant devant tout le monde. Alors peut-être que c'est toi qui devrais t'excuser. Les mots m'ont frappé comme une gifle, comme de l'eau glacée, comme une porte claquée au visage. Tu veux que je m'excuse auprès de ton fils? Ouais. Pour avoir fait une scène, pour l'avoir embarrassé. Ma mère a posé une cuillère de service sur la table avec un léger cliquetis, son sourire ne vacillant jamais. David, chéri, mangeons simplement. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour ça. La famille, c'est la famille. Mon père s'est versé plus de vin, les yeux toujours baissés. J'ai regardé autour de la table, mes parents, souriant doucement comme si de rien n'était. Kevin, se penchant en arrière avec ce regard suffisant sur le visage, cette expression qui disait qu'il avait déjà gagné. Ethan, faisant défiler son téléphone, déjà ennuyé, déjà passé à autre chose. Sophie, fixant ses genoux, tenant son livre comme si c'était un bouclier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. Je n'ai claqué aucune porte. Je me suis juste baissé, j'ai pris la main de Sophie, et j'ai dit 4 mots, on rentre à la maison. Kevin m'a interpellé alors que je me dirigeais vers la porte, sa voix légère, moqueuse. Sérieusement, David, tu vas vraiment partir pour ça? Pour rien? Je ne me suis pas retourné. J'ai aidé Sophie à monter dans la voiture. Elle est restée silencieuse tout le trajet du retour, regardant par la fenêtre. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, elle a finalement parlé, d'une petite voix. Papa, pourquoi grand-mère n'a rien dit? Je n'avais pas de réponse. Le temps que nous rentrions, la conversation de groupe bourdonnait déjà. Des messages de ma mère me demandant de ne pas être dramatique, de ne pas rendre les choses difficiles. Un texto de Kevin riant de la situation, disant que j'étais trop sensible et incapable de comprendre une blague. Mon père n'a rien envoyé. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment cette nuit-là, lisant les messages, sentant quelque chose changer en moi, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Pas de la colère, pas de la rage, mais de la clarté. Je n'ai pas dormi. Rachel est rentrée vers minuit. J'étais assis sur le bord du lit, fixant mon téléphone, faisant défiler 8 ans de virements bancaires, de paiement de frais de scolarité, de versements pour le leasing de la voiture, de factures de charges avec l'adresse de Kevin, de primes d'assurance, de frais scolaires pour Ethan, de cadeaux d'anniversaire que j'avais financés mais dont Kevin s'était attribué le mérite, de prêts d'urgence qui n'étaient jamais des urgences, juste de l'entretien de style de vie. Elle s'est assise à côté de moi, toujours dans ses vêtements de travail, et n'a posé aucune question. Elle a juste attendu, patiente et présente, de la manière dont elle l'était toujours quand j'avais besoin d'espace pour traiter les choses. Il voulait que je m'excuse, ai-je finalement dit, ma voix plate. Auprès d'un gamin de 13 ans qui a traité Sophie de fauchée. Kevin voulait que je m'excuse d'avoir fait une scène. La mâchoire de Rachel s'est crispée. Elle n'a rien dit, mais sa main a trouvé la mienne, chaude et stable. J'ai continué à faire défiler. 2 000 $ par mois pendant 6 ans. Cela fait 144 000 $ rien qu'en frais de scolarité. Le leasing de la voiture a ajouté 57 000 $ supplémentaires sur 4 ans. Les charges, les assurances, les fournitures scolaires, les prêts d'urgence qui n'étaient jamais des prêts. Tout cela s'additionnait pour former un chiffre que je ne voulais pas calculer. Un chiffre qui me retournait l'estomac. Plus d'1/4 million. Et pourquoi? Pour que Kevin puisse jouer au succès de Self-Made, pendant que je restais le frère aîné fiable qui ne demandait jamais de reconnaissance. Pour que mes parents puissent se vanter de ses réalisations lors des soirées à l'église et des barbecues de quartier, pendant que je restais en arrière-plan. Le stable, l'ennuyeux, le portefeuille qu'il n'avait jamais à remercier. J'ai pensé au visage de Sophie à table. La façon dont elle m'avait regardé, attendant que je la protège. La façon dont mes parents avaient souri tout au long de la scène. Prétendant que la cruauté n'était que des gamins étant des gamins. Prétendant que l'humiliation n'était qu'une taquinerie inoffensive. La façon dont Kevin s'était tenu là, les bras croisés, souriant.
J'ai pensé à chaque réunion de famille où Kevin arrivait en retard et partait tôt. Sans jamais proposer d'aider à nettoyer. Sans jamais demander comment s'était passée ma semaine. Sans jamais reconnaître que la vie qu'il menait était bâtie sur mon silence et mon compte en banque. J'ai pensé à la dernière fois qu'il m'avait appelé, il y a 3 semaines. Décontracté, amical, comme si nous étions juste des frères prenant des nouvelles, demandant si je pouvais couvrir une dépense soudaine. Rien de majeur. Juste $500 pour tenir jusqu'à son prochain salaire. Juste $500, mec. Je te rembourse le mois prochain. Je l'avais envoyé le jour même sans poser de questions. Il ne m'a jamais remboursé. Aucun d'entre eux ne l'a jamais fait. Rachel a serré ma main, son pouce traçant des cercles sur ma paume. À quoi penses-tu? J'ai fermé l'application bancaire, ouvert mes contacts, et fixé le nom de Kevin pendant un long moment, ainsi que la petite icône photo le montrant souriant à une fête, insouciant et sans fardeau. Je pense que j'ai été invisible pendant 8 ans. Et au moment où j'ai essayé d'être vu, au moment où j'ai essayé de protéger ma fille, ils m'ont dit de m'excuser d'exister. Rachel n'a pas essayé de me dissuader de quoi que ce soit, elle n'a pas offert de platitude ni suggéré que je dorme là-dessus. Elle a simplement hoché la tête, posé sa tête sur mon épaule, et est restée silencieuse, me laissant assis avec le poids de ce que j'avais réalisé. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond, rejouant chaque moment, chaque virement, chaque rire à mes dépens. Chaque fois que mes parents avaient fait l'éloge de Kevin pendant que je me tenais dans la cuisine à faire la vaisselle. Chaque fois que Kevin avait appelé pour demander juste un peu d'aide, ce qui s'était transformé en années de soutien silencieux. Au matin, je n'étais plus en colère. J'en avais fini. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Rachel a emmené Sophie à l'école et je me suis assis à mon bureau avec un bloc-notes, une calculatrice, et une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'abord, j'ai ressorti chaque paiement récurrent que j'avais mis en place au fil des ans. Le paiement automatique des frais de scolarité, le virement direct pour le leasing de la voiture, la facturation des charges sur ma carte de crédit, les primes d'assurance, tout. Chaque fil de soutien financier que je fournissais discrètement pendant que Kevin construisait son image publique d'homme qui s'est fait tout seul. Puis, j'ai commencé à passer des appels. Le bureau de l'intendant de l'université a été le premier. J'ai composé le numéro que j'avais appelé des dizaines de fois auparavant, toujours pour confirmer les paiements, jamais pour les annuler. Bonjour, je voudrais annuler le paiement automatique des frais de scolarité pour Kevin Harmon. Titulaire du compte David Harmon. La femme au téléphone était polie, efficace, professionnelle. Elle a confirmé mon identité avec des questions de sécurité, a sorti les dossiers, en 5 minutes, le paiement prévu pour le semestre suivant a été annulé. Juste comme ça. Des années de soutien effacées en quelques clics. Y a-t-il une raison pour l'annulation? Affaire personnelle. Elle n'a pas insisté. Pourquoi le ferait-elle? C'était mon argent, mon compte, ma décision. Ensuite, c'était la société de leasing automobile. Celui-ci était plus compliqué. Plus de couches de bureaucratie. Je dois me retirer en tant que co-signataire d'un contrat de location de véhicule. Numéro de compte se terminant par 4921. Celui-ci a pris plus de temps. Ils m'ont transféré 2 fois. Ont demandé des documents. Ont expliqué le processus dans un langage juridique prudent. Je suis resté calme, j'ai fourni tout ce dont ils avaient besoin, j'ai répondu à chaque question. À midi, j'avais une confirmation par email dans ma boîte de réception. Le leasing de la voiture de Kevin nécessiterait soit un nouveau co-signataire dans les 30 jours, soit le véhicule serait sujet à une saisie. L'audi qu'il aimait tant disparaîtrait. Puis les charges. J'ai appelé la compagnie d'électricité, le fournisseur d'accès Internet, le service des eaux. Chaque facture qui avait mon nom ou ma carte de crédit attachée à l'adresse de Kevin. J'ai supprimé mes informations de paiement, demandé la clôture du compte ou le transfert au résident principal. Vous aurez besoin que le titulaire principal du compte configure de nouvelles méthodes de paiement. Compris. C'est sa responsabilité maintenant. À 14 heures, j'avais annulé ou je m'étais retiré de 11 paiements récurrents. J'ai envoyé des avis de résiliation à l'école privée d'Ethan, expliquant dans un langage poli et professionnel que je ne couvrirais plus ses frais, avec effet immédiat. J'ai contacté la compagnie d'assurance et retiré le véhicule de Kevin de ma police, regardant des années de couverture disparaître avec quelques soumissions de formulaires. Je n'ai pas appelé Kevin.
Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai donné aucune explication, aucune justification, et je ne lui ai pas laissé la moindre chance de discuter, ou de me faire culpabiliser pour que je change d'avis. Je me suis juste retiré silencieusement, complètement. Rachel est rentrée alors que je rédigeais un email à la société de gestion immobilière où vivait Kevin. J'avais co-signé son bail il y a 2 ans, lorsqu'il avait besoin d'aide pour être approuvé pour l'appartement plus chic qu'il voulait. Elle a posé son sac, a regardé mon écran, et a haussé un sourcil. « Tu fais vraiment ça ? » ?»« Je fais vraiment ça. » »« Bien. » Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle n'a pas suggéré que j'y réfléchisse ou que je lui donne une chance de s'expliquer. Elle a juste embrassé mon front et est allée commencer le dîner. Son soutien était silencieux, mais absolu. Le soir, j'avais envoyé 14 avis d'annulation, demandes de retrait et lettres de résiliation de co-signataires. J'ai tout documenté, enregistré les confirmations, pris des captures d'écran, construit une trace écrite prouvant que j'avais tout fait dans les règles, tout légalement, tout correctement. Kevin ne le savait pas encore, mais il le saurait bientôt. Je me suis adossé à ma chaise, fixant la boîte de réception propre, les portails de paiement fermés, les documents finalisés. Un calme étrange s'est installé en moi. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste la paix. Pour la première fois en 8 ans, je n'envoyais pas d'argent. Je ne couvrais pas de factures. Je ne réglais pas des problèmes qui n'étaient pas les miens. J'avais juste fini. L'appel est arrivé à 14 h le mardi. Le nom de Kevin a clignoté sur l'écran de mon téléphone. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, le laissant s'asseoir avec l'incertitude, le laissant se demander si je décrocherais tout court. « David, qu'est-ce qui se passe bordel ?» Sa voix était tranchante, confuse, pas encore en colère, juste déstabilisé comme s'il avait découvert un problème qu'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je viens de recevoir un email de l'université. Ils ont dit que mon paiement de frais de scolarité pour le semestre prochain a été annulé, et la société de leasing automobile m'a appelé ce matin en disant que j'ai besoin d'un nouveau co-signataire d'ici la fin du mois. C'est toi qui as fait ça ? Je me suis assis sur le canapé, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, et j'ai gardé ma voix calme, mesurée, vide d'émotion. Ouais, c'est moi. Silence. Puis lentement, sa confusion s'est transformée en incrédulité, puis en quelque chose proche de la panique. Pourquoi ? Parce que je ne paie plus pour ta vie. Tu es sérieux ? Complètement. David, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste tout annuler sans me parler d'abord. J'ai des factures. J'ai des engagements. Les frais de scolarité d'Ethan sont dus le mois prochain. Alors paie-les. Un autre silence. Plus long cette fois. Je pouvais l'entendre respirer, traiter l'information, essayer de trouver comment tourner ça. C'est à cause de dimanche, c'est ça ? À cause d'une stupide dispute de gamin. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Ton fils a traité ma fille de fauchée. Tu m'as dit de m'excuser. Maman et papa sont restés assis là à sourire. Alors oui, Kevin, c'est à cause de dimanche, mais c'est aussi à cause des 8 dernières années. De quoi tu parles ? Je parle de 144 000 $ de frais de scolarité, de 57 000 $ de location de voiture, de milliers d'autres en charge, assurance, frais scolaires. Je parle d'avoir été ton distributeur automatique pendant presque une décennie pendant que tu jouais à l'homme d'affaires qui s'est fait tout seul. La voix de Kevin a changé, toujours défensive, mais maintenant avec une pointe de panique qui s'infiltrait. J'allais te rembourser. Tu sais que quand les choses se tasseraient, quand je prendrais de l'avance. Tu as un MBA, Kevin, tu as un travail depuis 3 ans. Tu as acheté une télé de 70 pouces le mois dernier. Tu as emmené Ethan à Disneyland pendant l'été. Quand exactement prévoyais-tu de me rembourser ? Il n'a pas répondu. Le silence s'est étiré, rempli de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Voilà ce qui va se passer. J'ai annulé chaque paiement récurrent que je faisais en ton nom. Ton paiement automatique de frais de scolarité est terminé. Ton leasing de voiture a besoin d'un nouveau co-signataire d'ici la fin du mois où ils la saisiront. Tes charges sont en train d'être transférées hors de mon nom. Ton bail d'appartement aura besoin d'un nouveau co-signataire lors de son renouvellement. L'école d'Ethan vient de recevoir un avis indiquant que je ne couvre plus ses frais. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. David, tu vas tout gâcher. Mon crédit,
ma voiture, l'éducation d'Ethan. Tu vas sérieusement détruire ma vie pour une dispute de dîner? Je ne détruis rien, Kevin. Je me retire simplement. Tu l'as dit toi-même, non? Le monde réel se fiche des sentiments. Alors, fais-le toi-même. Tu es mesquin. Non, j'en ai fini. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné encore. Refusé encore. Refusé. Puis les SMS ont commencé à affluer. C'est ridicule. Tu réagis trop fort. Maman et papa vont t'entendre parler de ça. Tu vas le regretter. J'ai éteint mon téléphone, l'ai posé face contre terre sur la table basse, et j'ai expiré lentement. Rachel se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant avec une fierté silencieuse. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. Ouais, je vais bien. Et pour la première fois en 8 ans, c'était vraiment le cas. J'ai passé la matinée de mercredi à monter un dossier que je n'avais jamais demandé à faire. Pas un dossier juridique, juste de la documentation, des preuves. Un registre de 8 années de soutien invisible que je pourrais présenter si quelqu'un, mes parents en particulier, essayait de me peindre comme le méchant dans cette histoire, essayait de réécrire l'histoire et de faire de moi le mauvais garçon. J'ai commencé par les relevés bancaires. Je me suis connecté à chaque compte, j'ai téléchargé les historiques de transactions remontant au tout premier virement que j'avais envoyé à Kevin. Septembre 2016, $2000 avec une ligne mémo qui disait « Frais de scolarité MBA, premier versement ». Je me souvenais avoir tapé ce mémo, me souvenais m'être senti fier de pouvoir aider mon petit frère à poursuivre ses rêves. J'ai créé une feuille de calcul, date, montant, objet, destinataire. Chaque ligne représentait de l'argent que j'avais envoyé, croyant que c'était une aide temporaire. Chaque ligne représentait une promesse qui n'avait jamais été tenue, un merci qui n'était jamais venu, un remboursement qui ne s'était jamais matérialisé. Frais de scolarité, transfert de leasing automobile, facture de charge, prime d'assurance, prêt d'urgence, cadeau d'anniversaire, dépenses de vacances, tickets modérateurs médicaux, fournitures scolaires d'Ethan, frais de camp d'été, dépôt de meubles, dépôt de garantie. Les chiffres grimpaient régulièrement mois après mois, année après année. Un flux ininterrompu de soutien financier que personne ne reconnaissait. Au moment où j'ai terminé le premier onglet, le total siégeait au bas de la colonne comme le marteau d'un juge, comme un verdict que je ne pouvais ignorer. 268 112 $. Je l'ai fixé pendant un long moment, la bouche sèche, les mains tremblant légèrement. C'était un acompte pour une maison. C'était le fonds universitaire entier de Sophie, 2 fois. C'était une épargne pour une retraite anticipée. C'était des vacances que Rachel et moi n'avions jamais prises parce que nous étions responsables. C'était une vie que nous aurions pu vivre si je n'avais pas financé silencieusement les rêves de quelqu'un d'autre. Je suis passé au deuxième onglet. Confirmation par email. Chaque reçu de paiement de frais de scolarité de l'université. Chaque confirmation de paiement de location de la société automobile. Chaque facture de charge avec mon numéro de carte de crédit. Chaque police d'assurance avec le nom de Kevin listé sous mon compte. Chaque relevé de frais de scolarité montrant mon nom comme payeur. Je les ai tous sauvegardés, en ai imprimé certains, les ai organisés dans un dossier étiqueté historique financier 2016 à 2024. La pile de papier devenait épaisse, indéniable, un poids physique qui correspondait au fardeau émotionnel que je portais. Ensuite, j'ai ressorti les messages textes. Des années de demandes décontractées qui semblaient maintenant différentes avec le recul, calculées d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Et, tu peux couvrir les charges ce mois-ci? Je suis un peu juste. Besoin de 500 pour le voyage scolaire d'Ethan. Je te rembourse vendredi. L'assurance auto arrive à échéance. Tu peux gérer? J'ai fait défiler 8 ans de je te rembourserai et de juste pour cette fois. Et j'apprécie vraiment, mec. Aucune de ces promesses ne s'était jamais matérialisée en remboursement. Pas une seule, pas un seul dollar retourné. Pas une seule reconnaissance de la dette. J'ai pris des captures d'écran, les ai enregistrées dans un dossier cloud, les ai sauvegardées sur un disque dur externe, créant des redondances parce que je connaissais Kevin, je connaissais mes parents, je savais qu'ils essaieraient de nier, de minimiser ou de me manipuler pour me faire croire que je me souvenais mal des choses. Puis j'ai ouvert le chat de groupe familial. J'ai remonté le fil à travers les années.
Les messages d'anniversaire où mes parents félicitaient Kevin pour ses réussites. Les photos de vacances où Kevin posait devant l'Audi que je payais. Les photos de vacances de voyage financées par de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Les mises à jour de statut sur les accomplissements d'Ethan à l'école privée, payées avec mes virements. Je n'ai pas fait de capture d'écran de cela. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de me souvenir. Besoin de garder les preuves fraîches dans mon esprit pour le moment où ils essaieraient de me faire sentir coupable. Essaieraient de faire de moi le méchant pour avoir posé des limites. Rachel a frappé à la porte du bureau vers midi, portant un sandwich et une bouteille d'eau. Tu es là-dedans depuis 4 heures. J'ai presque fini. Elle a posé l'assiette, jeté un coup d'œil à mon écran, son expression illisible. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Ça va? J'ai fermé l'ordinateur portable, frotté mes yeux. Je réalise que j'ai financé la vie de quelqu'un d'autre tout en investissant à peine dans la mienne. Alors que nous vivions dans un appartement modeste, conduisions des voitures d'occasion et sautions les vacances, Kevin vivait comme s'il avait réussi. Et tout cela était bâti sur mon silence. Rachel s'est assise sur le bord du bureau, sa main trouvant la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Rien. Sauf s'il pousse le bouchon. Si Kevin ou mes parents essaient de me faire passer pour le méchant, je leur montrerai exactement ce que j'ai porté ces 8 dernières années. Et s'ils ne poussent pas, alors je m'éloigne tranquillement et je laisse les conséquences leur apprendre ce que je n'ai pas pu. Elle a embrassé mon front et a laissé le sandwich. J'ai passé le reste de la journée à tout finaliser. J'ai imprimé une copie maîtresse des dossiers financiers, les relier avec une couverture noire, et les ranger dans le tiroir de mon bureau. Je me suis envoyé des copies par email. J'ai tout sauvegardé 2 fois, 3 fois, m'assurant que cela ne pourrait pas être perdu ou supprimé. Le soir, j'avais une archive complète de chaque dollar, chaque faveur, chaque sacrifice silencieux. Un registre de 8 années de travail invisible. Je ne prévoyais de le montrer à personne, mais si Kevin ou mes parents tentaient de réécrire l'histoire, j'aurais les reçus pour rétablir la vérité. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lampe de bureau, et je suis entré dans le salon où Sophie lisait son livre, en sécurité et non perturbée par le chaos que je démantelais tranquillement à travers la ville. Elle a levé les yeux et a souri, innocente et confiante. « Papa, tu peux m'aider avec mes devoirs plus tard ?»« Bien sûr, ma chérie. » Et juste comme ça, le reste du monde s'est effacé. L'effondrement a commencé jeudi matin. Je ne l'ai pas vu de première main. Je n'en ai entendu parler qu'à travers des textos frénétiques, des messages vocaux, et un appel paniqué de ma mère vers midi. Sa voix était aiguë et tremblante. Le monde de Kevin a commencé à s'effondrer à 8h47, lorsque son internet a coupé au milieu d'une réunion Zoom avec un client. Il présentait des projections trimestrielles, son écran partageant des graphiques et des feuilles de calcul, quand tout est devenu noir. Il a appelé le fournisseur, irrité, supposant que c'était une panne de service, composant déjà une plainte dans sa tête. Le représentant a calmement expliqué que le compte avait été fermé en raison d'un non-paiement et de la suppression de la méthode de paiement enregistrée. Mais j'ai le paiement automatique. Le paiement automatique était lié à une carte de crédit qui n'est plus active sur ce compte. Monsieur, nous avons envoyé un avis à l'email de facturation il y a 3 jours. Kevin n'avait pas accès à cet email. C'était le mien. À 9h15, son électricité a clignoté puis s'est éteinte. Il a appelé la compagnie d'électricité depuis son téléphone portable, faisant les 100 pas dans son appartement sombre, regardant la batterie de son ordinateur portable se vider. Même histoire. Compte fermé, méthode de paiement supprimée. Ils avaient envoyé un avis à l'email de facturation, qui était le mien, 3 jours auparavant. Le service resterait suspendu jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit établi et qu'un dépôt soit payé. À 10h30, l'école d'Ethan a appelé. Le paiement des frais de scolarité pour le semestre avait été rejeté. Ils avaient besoin d'un paiement immédiat où Ethan serait retiré des inscriptions d'ici la fin de la semaine. Le montant du 12 000 $. Kevin ne les avait pas. Il vivait au moins le mois avec son salaire, utilisant des cartes de crédit pour combler les trous, supposant toujours que le filet de sécurité invisible sous lui rattraperait toute chute. Le filet avait disparu. À 11h, la société de leasing automobile a laissé un message vocal. Puisque le co-signataire s'était retiré et que le score de crédit de Kevin n'atteignait pas le seuil pour une approbation en solo, ils avaient besoin que le véhicule soit retourné dans les 7 jours, où ils entameraient une procédure de saisie.
Le non-respect entraînerait des frais supplémentaires et une action en justice potentielle. Kevin m'a appelé 17 fois entre 11h15 et midi. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le téléphone s'allumer, vibrer, devenir silencieux, encore et encore. Puis ma mère a appelé. David, chéri, qu'est-ce qui se passe? Kevin vient de m'appeler en pleurs. Il dit que tu as annulé toutes ses factures. C'est vrai? J'étais assis à mon bureau, mangeant mon déjeuner, regardant les emails arriver. Confirmation de résiliation de bail. Confirmation d'annulation de police d'assurance. Confirmation de clôture de compte. Chacun une petite victoire. Un petit morceau de liberté. Ouais, maman. C'est vrai. Pourquoi ferais-tu ça? C'est ton frère. Parce que je paie pour sa vie depuis 8 ans et que j'ai fini. David, c'est extrême. Tu ne peux pas juste lui couper les vivres comme ça. Il a un enfant. Alors il aurait dû y penser avant de laisser son enfant insulter le mien et d'exiger que je m'excuse de l'avoir défendu. Silence. Chérie, c'était juste des enfants qui font les enfants. Kevin ne pensait pas à mal. C'est bien ça le problème, maman. Aucun de vous ne pense jamais que Kevin pense à mal. Mais c'est moi qui couvre son loyer, ses frais de scolarité, sa voiture, ses charges, les frais scolaires de son fils. J'ai payé pour sa vie pendant qu'il s'attribuait tout le mérite. Et quand j'ai demandé un respect élémentaire, une décence de base, vous avez tous souri et m'avez dit que je réagissais trop fort. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ça n'a pas été juste depuis 8 ans. J'ai raccroché. Le chat de groupe familial a explosé en quelques minutes. Je l'ai réactivé juste assez longtemps pour regarder le chaos se dérouler. Kevin, David vient de gâcher ma vie. Appelez-le et faites-lui réparer ça. Maman, David, s'il te plaît, reconsidère. Kevin est en difficulté. Papa, c'est entre vous deux. Réglez ça comme des adultes. Kevin, je vais perdre ma voiture. Ethan va être retiré de l'école. L'électricité est coupée. C'est toi qui as fait ça. J'ai mis le chat en sourdine à nouveau. Le jeudi soir, Kevin avait posté sur les réseaux sociaux un message vague et apitoyé sur la trahison familiale, les gens montrant leur vrai visage et la découverte de qui est vraiment là pour vous. La section des commentaires s'est remplie de sympathie de la part de gens qui n'avaient aucune idée qu'ils vivaient avec de l'argent emprunté depuis près d'une décennie. Des gens qui croyaient à l'image soigneusement construite qu'il avait bâtie. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas engagé. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste regardé l'effondrement de loin, calme et détaché, ne ressentant rien d'autre qu'un soulagement tranquille. Rachel s'est assise à côté de moi sur le canapé, lisant les messages par-dessus mon épaule. Il part en vrille. Ouais. Tu te sens mal? J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. J'ai cherché en moi de la culpabilité, du regret ou de la sympathie. Non, je me sens libre. Vendredi matin, Kevin s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu à travers le Judas. Il avait l'air épuisé, mal rasé, les vêtements froissés, des cernes sous les yeux. L'Audi était garé sur la place invitée, probablement l'une des dernières fois qu'il la conduirait avant que l'équipe de saisie ne vienne. Il a frappé, puis frappé encore, puis appuyé sur la sonnette 3 fois de suite, chaque sonnerie plus désespérée que la précédente. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a finalement laissé un message vocal, sa voix se brisant. David, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. J'ai compris. D'accord, j'ai merdé, mais tu ne peux pas faire ça. Je vais tout perdre. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai supprimé le message vocal. Sophie est entrée dans le salon, tenant son livre, inconsciente du drame qui se déroulait. C'était tonton Kevin? Ouais. Tu vas lui parler? Je me suis agenouillé, j'ai écarté ses cheveux de son visage, et j'ai regardé dans ses yeux innocents. Pas tout de suite, ma chérie. Elle a hoché la tête, m'a serré fort dans ses bras, et est retournée lire. Kevin ne s'est jamais excusé pour ce qu'Ethan a dit. Il n'a jamais reconnu les 8 années de soutien silencieux. Il voulait juste récupérer l'argent, voulait que le filet de sécurité soit restauré, voulait que tout redevienne comme avant. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. 3 semaines après avoir débranché la prise, la poussière a commencé à retomber.
La voiture de Kevin a été saisie un mardi après-midi. Je n'ai pas vu cela se produire, mais ma mère a appelé pour me le dire, sa voix chargée de déception, lourde de reproches. Elle ne m'a pas demandé de réparer ça. Elle voulait juste que je sache que j'étais allé trop loin. Je n'ai pas discuté. J'ai juste écouté, je n'ai rien dit, et je l'ai laissé raccrocher. Ethan a été retiré de l'école privée. Kevin l'a inscrit à l'école publique locale, ce qui était parfaitement bien, mais ne venait pas avec le prestige que Kevin avait diffusé sur les réseaux sociaux. Les publications sur l'éducation d'élite d'Ethan ont discrètement disparu de son fil, remplacées par le silence. Le renouvellement du bail de l'appartement est arrivé et, sans moi comme co-signataire, Kevin n'a pas pu se qualifier. Il a déménagé dans un endroit plus petit à l'autre bout de la ville, plus loin de mes parents, plus proche de son bureau. Pas de commodité, pas de salle de sport, pas de parking réservé. Mes parents ont cessé de m'inviter au dîner du dimanche. Pas explicitement. Ils ont juste arrêté d'envoyer des textos, arrêté d'appeler. Le chat de groupe familial est devenu silencieux pour moi, bien que je sois sûr qu'ils en ont commencé un nouveau sans mon numéro. Je ne leur ai pas couru après. Rachel et moi avons emmené Sophie à la plage un samedi. Nous avons passé l'après-midi à ramasser des coquillages, à manger de la glace, à regarder les vagues déferler. Sophie a ri plus fort que je ne l'avais entendu depuis des mois. Elle n'a pas demandé de nouvelles de Kevin. Elle n'a pas demandé de nouvelles de grand-mère et grand-père. Elle a juste demandé si nous pouvions revenir le week-end prochain. Par un dimanche soir calme, je me suis assis sur le balcon avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher sur le quartier. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto de Kevin. J'espère que tu es content. Tu as tout détruit. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé une réponse. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de construire ta vie à ta place. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué son numéro. Rachel m'a rejoint sur le balcon, a enroulé une couverture autour de mes épaules. Tu vas bien? Ouais, vraiment. Pas de regrets. J'ai pensé à l'argent, aux années, au travail invisible, au sacrifice silencieux. Puis j'ai pensé au rire de Sophie à la plage, à la paix dans notre maison, au poids qui s'était levé de ma poitrine au moment où j'avais cessé de porter la vie de Kevin sur mon dos. Pas de regrets. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, regardant le ciel devenir orange, puis rose, puis violet profond. Pendant 8 ans, j'avais été le filet de sécurité sous la vie de quelqu'un d'autre. Le portefeuille qu'il ne remerciait jamais. Le système de soutien qu'il prenait pour acquis. Maintenant, j'étais juste David, mari, père, analyste financier, un homme qui avait appris à la dure que la famille ne concerne pas ceux qui prennent de vous. Il s'agit de ceux qui vous voient. Et les personnes qui me voyaient vraiment étaient assises à côté de moi sur ce balcon, vivant dans cet appartement modeste, me choisissant chaque jour. Kevin pouvait se débrouiller avec sa propre vie maintenant. J'avais fini d'être invisible.